On croit que la manipulation de masse appartient au passé. On croit qu'elle a besoin de dictature, de violence, de censure visible. On croit qu'elle ne peut exister que là où la liberté a disparu. C'est une erreur. La manipulation moderne ne crie pas, elle ne frappe pas, elle oriente. Elle organise les mots, elle organise les émotions, elle organise ce qu'il est acceptable de penser et ce qu'il devient coûteux de dire. La manipulation contemporaine ne supprime pas la liberté. Elle la vide de sa substance. Dans cette vidéo, nous allons faire deux choses. D'abord revenir à l'histoire. Pas pour comparer les régimes, mais pour identifier des techniques. Ensuite, nous verrons comment ces mêmes techniques sont utilisées aujourd'hui dans un cadre démocratique, sans violence, sans censure officielle. Pour cela, nous prendrons un cas contemporain précis, Emmanuel Macron. Non pas comme un tyran, mais comme un cas d'école de manipulation moderne. Sous Joseph Staline, le pouvoir ne repose pas uniquement sur la terreur physique. Il repose sur quelque chose de plus fondamental, le contrôle des catégories mentales. Le régime soviétique ne demande pas aux citoyens de comprendre, il leur demande de classer. Le mot central est simple, ennemi du peuple. Ce terme n'explique rien, il ne décrit pas un comportement précis, il condamne tout. Une fois que quelqu'un est désigné comme un ennemi du peuple, les faits deviennent secondaires, la discussion devient inutile, la défense devient suspecte. Les procès de Moscou illustrent parfaitement ce mécanisme. Des responsables politiques de premier plan avouent publiquement des crimes absurdes, impossibles, incohérents. Pourquoi ces aveux ? Parce que la vérité n'est pas ce qui correspond aux faits. La vérité, c'est ce qui confirme la catégorie. Quand le pouvoir impose les mots, il impose la réalité politique. La manipulation ne commence pas avec le mensonge, elle commence avec le vocabulaire. Avec Mao Zedong, la manipulation franchit une étape supplémentaire. Le pouvoir ne se contente pas de contrôler l'État, il transforme la société elle-même en instrument de contrôle. Pendant la révolution culturelle, les campagnes de dénonciation, les autocritiques publiques, les humiliations collectives deviennent la norme. Les individus sont sommés de reconnaître leurs fautes idéologiques, s'accuser publiquement, dénoncer leurs proches. Le danger ne vient pas seulement du pouvoir, il vient de partout. Le voisin peut être un juge, le collègue peut devenir un accusateur, le silence devient une preuve. La pression n'est pas seulement politique, elle est sociale. Quand le coût du désaccord devient trop élevé, les gens se taisent. Pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils veulent éviter l'exclusion, la stigmatisation, la destruction sociale. Le pouvoir devient total quand le citoyen devient son propre censeur. Avec le petit moustachu prénommé Adolphe, la manipulation prend une forme encore plus moderne. L'Allemagne de l'entre-deux-guerres est confrontée à une réalité complexe. Crise économique, humiliation internationale, fracture sociale profonde. Le régime nazi ne cherche pas à expliquer cette complexité, il la supprime. Il propose un ennemi unique, une cause unique, une solution unique. La propagande fonctionne par slogan, par répétition, par mise en scène. Le message n'est pas démontré, il est incarné. Les rassemblements, les symboles, les images, les chants créent une immersion émotionnelle permanente. Le spectacle ne convainc pas, il conditionne. La répétition remplace l'argumentation. L'émotion remplace la réflexion. Quand un message est partout, le citoyen cesse de l'évaluer. Il l'intègre. Ces régimes sont différents, leurs idéologies sont opposées, mais leurs techniques convergent. L'histoire permet d'identifier 4 invariants. Première technique, le contrôle du vocabulaire. Nommer, catégoriser, moraliser. Deuxième technique, le brouillage des repères. Rendre l'opposition illisible, fluide, contradictoire. Troisième technique, la moralisation du désaccord. Transformer l'adversaire en danger moral. Quatrième technique, la saturation et la fatigue. Épuiser la capacité de jugement.
Ces techniques ne sont pas mortes. Elles ont été adaptées à la démocratie. Dans une démocratie, on ne peut pas interdire frontalement, alors on oriente. On ne supprime pas les voix dissidentes, on les marginalise. On ne ment pas toujours, on sélectionne, on omet, on moralise. La démocratie reste formellement intacte, mais le cadre mental est soigneusement organisé. C'est dans ce cadre que s'inscrit le cas de Macron. Nous allons prendre un président, un mandat et des situations réelles pour voir comment ces techniques s'appliquent dans la pratique. Rendre toute lecture claire impossible. La première technique est simple. Brouiller les repères jusqu'à empêcher toute critique stable. Dès la campagne de 2017, Emmanuel Macron installe un cadre inédit. Il refuse les catégories politiques classiques. Il se présente comme ni de droite, ni de gauche. Je suis de droite et de gauche. Puis, très vite, une autre expression devient centrale. En même temps. En même temps. Cette formule lui permet de tenir deux positions contradictoires, sans jamais avoir à en hiérarchiser une. Libéral et social, européen et souverainiste, réformateur et protecteur. Je vais vous le dire de manière la plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. En même temps, je suis de droite et de gauche. Ambigu, je ne suis pas ambigu, moi je suis clair. De gauche, de centre, de droite, de la société civile, c'est la marque de fabrique depuis le début. Le résultat est mécanique, la critique devient floue, on ne sait plus où attaquer, ni sur quoi juger. Quand le cadre est mouvant, la responsabilité se dissout. Pendant le premier quinquennat, le discours présidentiel est clair. Il faut réduire la part du nucléaire, fermer certaines centrales, s'aligner sur une vision énergétique européenne dominée par le dogme écologique. Puis quelques années plus tard, changement de cap. Discours sur la souveraineté énergétique, annonce de nouveaux réacteurs, redécouverte du nucléaire comme un atout stratégique. Aucun moment de bilan, aucune reconnaissance d'erreur, juste un glissement narratif. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. J'ai pris 2 décisions fortes. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être. Je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir. La seconde décision, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. La contradiction n'est pas assumée. Elle est effacée par le mouvement. Deuxième technique, déplacer le débat du politique vers le moral. Dans le discours macronien, l'opposition n'est pas décrite comme concurrente. Elle est décrite comme en retard, fermée, repliée. D'un côté, les progressistes, l'ouverture, le mouvement. De l'autre, les nationalistes, les populistes, les peurs. Elles sont entre les progressistes et les conservateurs. Toutes celles et ceux qui ont peur, ne cédez rien aujourd'hui au discours de la haine. Ne cédez rien au discours du repli. C'est cela ce que la génération des progressistes veut porter. Ne cédons rien au parti de la haine qui est tenté par le repli. Ce sont les nationalistes étriqués. C'est cela le projet progressiste que nous allons porter. Celle de voir le parti de la haine ou les partis du repli et de la régression. Le débat ne porte pas sur les choix, il porte sur des valeurs morales. Dès lors, contester devient suspect. Sur l'Ukraine, le cadrage est constant. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit géopolitique, il s'agit d'un combat moral. Démocratie contre dictature, liberté contre oppression, bien contre mal. Dans ce cadre, rappelez que l'Ukraine figurait, avant la guerre, parmi les pays les plus corrompus d'Europe, où rappeler la complexité diplomatique antérieure devient immédiatement malaisant.
en ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses. Ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Quand un camp incarne le bien, la nuance devient une transgression. La France était garante des accords de Minsk. Ces accords visaient à désamorcer le conflit dans le Donbass. Ils n'ont jamais été appliqués. Dans le récit présidentiel actuel, cet élément est quasiment absent. Le conflit est présenté comme surgissant dans un vide historique. Omettre le passé, c'est simplifier le présent. Le discours est connu. À force d'intégration européenne, la France serait mécaniquement renforcée. Pourtant, sur le nucléaire, atout industriel et énergétique majeur, les règles européennes ont contribué à affaiblir une filière stratégique. Ce point est rarement mis en perspective dans le discours présidentiel. Le slogan remplace l'analyse coût-bénéfice. Et pour nous, c'est important parce que c'est cohérent avec les accords de Paris et notre stratégie climatique européenne. Et parce que dans le moment que nous vivons, nous devons plutôt accélérer et concentrer nos investissements sur aller plus vite sur le renouvelable, aller plus vite sur l'efficacité énergétique, aller plus vite sur le nucléaire. C'est la stratégie de Belfort que j'ai annoncée en février dernier. C'est celle qui est bonne pour la France, mais c'est aussi celle qui est bonne pour l'Europe. Le silence devient un outil politique. Fatigué mentalement. Masques inutiles, puis obligatoires. Pas de passe sanitaire, puis passe généralisé. Attestation d'autocontrôle, culpabilisation permanente. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Dans une interview au journal Le Parisien du 29 avril 2021, Macron répondait à propos du pass sanitaire. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. L'effet n'est pas la compréhension, c'est l'épuisement. Quand les règles changent sans cesse, on cesse de réfléchir. Déplacement sur le terrain, en bras de chemise au salon de l'agriculture, discours d'écoute, promesses répétées, mais sur le fond, contraintes structurelles inchangées, injonctions européennes maintenues. Parce que notre pays, y compris pour sa biodiversité, ses paysages, ses équilibres, a besoin des paysans. Parce que je veux que nous soyons souverains sur le plan alimentaire. Et deux, une vraie ligne rouge qui est de dire nos normes environnementales, sanitaires, sociales doivent être respectées. Et ça, je le veux pour tous les accords. Où la valeur doit revenir et reviendra pour une juste part à celles et ceux qui produisent. On ne peut pas accepter des choses qu'on interdit à nos agriculteurs de faire. On a des produits qui sont parfois faits, je pense à la viande en Ukraine, qui arrivent en Europe, qui sont tamponnés dans un autre pays européen. On va crever, on crève. On est là pour montrer qu'on crève. La société européenne, sous l'emprise de la Commission européenne, sous l'emprise des États-Unis, de ce mondialisme, va exploser. Il n'y a pas d'autre solution. La parole occupe l'espace, l'action structurelle recule. La communication devient un substitut à la décision. Nous avons vu, à travers ces 8 exemples, comment les techniques anciennes s'appliquent aujourd'hui dans un cadre démocratique. Pas par la force, pas par la censure, mais par le langage, le cadrage, l'omission et la fatigue. Avant de conclure, il est important de redescendre au niveau du quotidien. La théorie devient pratique. Imaginons Bernard au travail, à la machine à café. Paul lui explique que Macron est cohérent, qu'il s'adapte, qu'il n'a pas le choix. Bernard hésite, il semble que quelque chose ne va pas.
mais il ne sait pas comment l'exprimer. Ce que Bernard peut dire désormais est simple. Il ne s'adapte pas, il brouille. Ce n'est pas un débat moral, c'est un choix politique. Ce qu'on ne nous dit pas est aussi important que ce qu'on nous répète. Bernard ne crie pas, il cadre. Et souvent, c'est suffisant pour fissurer un discours prémâché. Emmanuel Macron n'est pas un accident. Il est le produit d'une époque où la manipulation n'a plus besoin d'être brutale. Elle est douce, elle est technocratique, elle est morale, elle est épuisante. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas être radical, c'est être lucide. Et la lucidité aujourd'hui est déjà une forme de résistance.